J'entends de bonnes nouvelles. La Maison-Blanche américaine a annoncé, le 13 de ce mois selon l'heure locale, qu'elle approuvait la construction de sous-marins nucléaires sud-coréens et qu'elle coopérerait étroitement, y compris pour l'approvisionnement en combustible. Elle a affirmé soutenir l'enrichissement d'uranium civil et le retraitement du combustible en Corée du Sud et coopérer étroitement à ce sujet. Les bonnes nouvelles s'enchaînent. Aujourd'hui, nous allons traiter ce sujet. Lors du sommet Corée-États-Unis, qui s'est tenu à l'occasion du sommet de coopération économique pour l'Asie-Pacifique, la question des sous-marins nucléaires a été évoquée pour la première fois. Depuis, la Corée du Sud et les États-Unis ont poursuivi des négociations sur divers domaines tels que la construction et l'autorisation de sous-marins nucléaires. Jusqu'ici, seules des paroles existaient, sans aucun document comme une fiche d'information, ce qui a fait croire à beaucoup qu'il ne s'agissait que de promesses en l'air. Cette fois, une conclusion a été atteinte. Ce qui retient l'attention est que les États-Unis ont approuvé la construction de sous-marins nucléaires par la Corée du Sud. La Corée du Sud veut depuis longtemps des sous-marins nucléaires, mais a toujours renoncé en raison des inquiétudes américaines ou de la situation intérieure. C'est la première mention officielle du terme approbation. Les États-Unis soutiendront aussi l'enrichissement de l'uranium et le retraitement du combustible usé par la Corée du Sud. Dans la structure de l'accord nucléaire entre la Corée du Sud et les États-Unis, il s'agit d'un domaine où des propositions très sensibles ont été appliquées. Ainsi, cette mention est interprétée comme un ajustement qui élargit effectivement l'autonomie de la Corée du Sud en matière de cycle du combustible nucléaire. La question des sous-marins nucléaires paraît être le point clé de cet accord. La construction de chantiers navals à Philadelphie par les États-Unis a été critiquée pour son irréalisme. Le chantier naval de Philadelphie ne dispose ni de docks pour construire des sous-marins, ni de système de propulsion nucléaire, ni d'installation intégrée, et il n'y a pas non plus de personnel qualifié. Il faudrait donc reconstruire toutes les infrastructures, et de nombreux experts estiment que ce processus prendrait au minimum plusieurs années. Le chantier naval de Philadelphie tournant à faible régime, il faudrait recruter des ingénieurs expérimentés en sous-marins nucléaires. De plus, les coûts augmenteraient fortement pour respecter les normes de sécurité. Pour ces raisons, même en Corée, de nombreuses voix se sont élevées pour dire que la construction au chantier naval de Philadelphie serait un projet qui consommerait à la fois beaucoup de temps et de budget. Wi Seong-rak, directeur du Bureau de la Sécurité Nationale, a précisé que les discussions supposaient la construction du sous-marin nucléaire coréen en Corée, modifiant ainsi la situation. Cela suggère que la Corée est déjà fortement privilégiée pour la construction. Plus important encore, la fiche d'information ne mentionne plus le chantier naval de Philadelphie cette fois. Jusqu'à présent, le président Trump et les responsables du gouvernement américain en parlaient constamment. Mais le fait que cela ait été omis de la fiche d'information semble indiquer qu'une réévaluation a eu lieu au cours du processus de négociation. On peut donc en conclure que, finalement, les chantiers navals coréens, dotés de capacités de construction réelles, sont en train de s'imposer comme les candidats finaux. La Corée, reconnue pour sa technologie de sous-marin de niveau mondial, est donc un choix logique, répondant aux exigences de calendrier et de coût des États-Unis. À voir cette tendance, il est désormais très probable que la construction de sous-marins nucléaires se fasse en Corée, et il semble que cette orientation soit déjà prise comme prémisse dans les négociations entre les deux pays. La Chine pourrait réagir violemment, car la Corée et les États-Unis ont affirmé s'opposer à tout changement unilatéral du statu quo à Taïwan. La Chine ne peut qu'être très sensible sur ce point. Actuellement, la Chine maintient la possibilité d'une invasion de Taïwan, tout en renforçant sa pression militaire. Dans ce contexte, la Corée et les États-Unis ont clairement affirmé qu'ils n'accepteraient pas toute tentative de changer la situation par la force. C'est une déclaration officielle affirmant que la stabilité du détroit de Taïwan est un intérêt stratégique commun pour la Corée et les États-Unis, ce que la Chine voit comme un avertissement direct. De plus, lors de cette réunion, il a été décidé de renforcer la coopération trilatérale entre la Corée, les États-Unis et le Japon. Le renforcement des capacités militaires est l'aspect où le changement le plus direct est apparu dans cet accord. La décision du gouvernement Lee Jae-myung d'acheter pour 25 milliards de dollars d'équipements militaires américains d'ici 2030 était notable par son ampleur et sa volonté d'accélérer l'acquisition pour renforcer rapidement la puissance militaire. Il est également important de souligner que la présence continue des forces américaines en Corée du Sud a été réaffirmée. Il ne s'agit pas simplement d'une déclaration de maintien de la présence, mais d'un plan global de soutien d'une valeur de 48 000 milliards de won pour les forces américaines en Corée, ce qui conduit à la mise en place d'un système garantissant à long terme les capacités opérationnelles et le fonctionnement des installations des forces américaines dans le pays. La coopération du groupe de consultation nucléaire sous Yoon Seok-yeol doit rester forte, rendant probable une coordination accrue du système de réponse à la menace nucléaire nord-coréenne, du partage d'informations à l'utilisation des actifs stratégiques. Et parmi les différentes mesures, la partie considérée comme la plus audacieuse est justement le projet d'augmentation du budget de la défense. La Corée vise à porter rapidement ses dépenses de défense à 3,5% du produit intérieur brut, un objectif très ambitieux, même face à l'augmentation actuelle de la puissance de défense. Ceci peut aussi être une variable clé lors de la préparation au transfert du contrôle en temps de guerre.
Pour le transfert du contrôle opérationnel, le niveau de puissance militaire que l'armée sud-coréenne doit assumer de manière autonome augmente considérablement. Grâce à cet accord, le soutien des États-Unis et l'augmentation des investissements de la Corée s'articulent, ce qui permet de mettre en place une structure qui renforce effectivement la capacité de réponse face à la Corée du Nord. Au final, il semble que la Corée et les États-Unis aient décidé de renforcer le système de dissuasion élargi face aux provocations militaires de la Corée du Nord, d'améliorer la puissance militaire conventionnelle de la Corée, et d'élargir leur coopération, afin de maintenir une structure de dissuasion stable même après le transfert du contrôle opérationnel. En fait, ce n'est pas tout. Si l'on regarde la fiche d'information publiée cette fois-ci par la Maison-Blanche, il y a aussi de nouvelles clauses dans les domaines de la construction navale et de l'industrie de la défense qui n'avaient pas été convenues auparavant. Les États-Unis ont annoncé qu'ils envisageaient la possibilité de faire construire des navires de guerre de la marine américaine dans des chantiers navals sud-coréens. Cela signifie désormais que la Corée du Sud pourrait devenir une base de production pour compléter les capacités de construction navale, commerciale et militaire des États-Unis. En plus de cela, les deux pays vont mettre en place un groupe dédié à la coopération navale, élargissant ainsi leur collaboration à la modernisation et à l'entretien des chantiers navals, à la formation du personnel de maintenance et de réparation, ainsi qu'à la réorganisation de la chaîne d'approvisionnement. La Corée du Sud, leader mondial de la construction navale, pourrait bientôt répondre à la demande de navires de la marine américaine, dépassant la capacité des seuls chantiers navals américains. Mais des inquiétudes subsistent. Depuis plus de 100 ans, les États-Unis construisent tous leurs navires de guerre chez eux grâce à la loi Johnson. Mais il semble que cette fois, les États-Unis veulent abroger totalement la loi Johnson. A l'inverse, cela signifie aussi que l'industrie navale américaine s'est effondrée à ce point. On peut aussi envisager que la marine américaine soit en urgence à ce stade. Jusqu'à présent, la plus grande faiblesse de la marine américaine était qu'elle ne pouvait pas se rétablir rapidement, en cas de lourdes pertes. Le fait qu'ils prévoient de construire dans un chantier naval coréen montre à quel point les États-Unis prennent la situation actuelle au sérieux. Par la suite, dans le domaine de l'économie et du commerce, il a été nouvellement inclus que la Corée fixerait le montant annuel en dollars pour les achats dans le cadre de la mise en œuvre des investissements stratégiques avec les États-Unis, à 20 milliards de dollars, soit moins de 29 000 milliards de won par an. Les États-Unis savent qu'une forte demande de dollars due à de grands investissements peut déstabiliser le taux de change. C'est la première fois qu'un dispositif de stabilisation du marché des changes est inclus dans un document officiel. Il a été précisé que la Corée devait privilégier le financement à l'étranger, ou les swaps, plutôt qu'acheter massivement des dollars sur le marché. De plus, dans les dispositions commerciales, un amendement a été inclus pour fixer les droits de douane sur les pièces automobiles coréennes à 15%. Les mesures contre la discrimination envers la Corée ont aussi été renforcées sur les barrières non tarifaires, la circulation des données et la régulation des services numériques. La limite de 50 000 véhicules conformes aux normes américaines pouvant entrer en Corée sans modification a été supprimée. Ils ont également promis d'assouplir la réglementation, par exemple en ne demandant pas de procédure supplémentaire de certification des émissions. Bien sûr, les États-Unis n'ont pas seulement accepté les demandes de la Corée. Cette fois, la Corée investit entre 150 et 200 milliards de dollars. En échange, ils ont baissé les droits de douane, mais la route reste longue et difficile. Comme expliqué, la Corée a eu l'accord de l'association de Taïwan, ainsi que pour les sous-marins nucléaires et les installations de retraitement. La Chine risque de réagir fortement sur ce point. Après que le Japon a menacé d'intervenir à Taïwan, le consul général d'Osaka a tenu des propos extrêmes sur Takaichi, suggérant sa décapitation, et le ministère chinois des Affaires étrangères a réagi avec des menaces violentes. Il semble que la Corée du Sud se soit également jointe à cette position, donc la Chine va sûrement réagir fortement contre la Corée du Sud aussi. Je pense même que la Chine pourrait envisager de sanctionner la Corée du Sud. Il semble que la réaction de la Chine ne se limitera pas à une simple protestation diplomatique. Déjà, au sein de la Chine, de plus en plus de voix qualifient l'élargissement de la coopération nucléaire entre la Corée du Sud et les États-Unis comme une mesure qui bouleverse l'équilibre sécuritaire régional. Et il est très probable que cette réaction se traduise par une pression concrète sur la Corée du Sud. Il faut d'abord anticiper une pression économique, rappelant les représailles du Terminal High Altitude Area Defense. La Chine n'a pas parlé de sanctions officielles, mais a mené en même temps des inspections, contrôles et enquêtes contre les entreprises coréennes, bloquant aussi leur réseau de distribution et imposant des restrictions commerciales. Encore une fois, des retards de dédouanement, un contrôle de sécurité accru et de nouvelles procédures de certification pourraient toucher les produits coréens. C'est la méthode à laquelle les entreprises ont le plus de mal à faire face, et il est également possible d'exercer une pression commerciale par le biais de barrières non tarifaires. La Chine pourrait durcir les normes de quarantaine ou multiplier les contrôles documentaires, déstabilisant la chaîne d'approvisionnement des entreprises coréennes. Les produits étant bloqués avant d'entrer sur le marché, l'impact est important. La Chine peut aussi recourir à ses sanctions douces habituelles, des mesures telles que la réduction de la délivrance de visas de groupe, la limitation de la diffusion de contenu mettant en scène des célébrités coréennes, ou encore le retard dans l'autorisation de spectacles pourrait réapparaître. Ces mesures sont présentées comme des problèmes de procédure, évitant les tensions diplomatiques et influençant l'opinion publique coréenne. Le ton des déclarations sur les messages diplomatiques sera ferme.
La Chine pourrait directement cibler la Corée en publiant des déclarations fermes du ministère des Affaires étrangères, ou en lançant de vives critiques par le biais des médias officiels, et elle pourrait également mener une campagne d'opinion visant à faire de la Corée le pays responsable de l'instabilité régionale. Bien. Il existe sûrement de bonnes méthodes pour y répondre, et j'espère que la Corée continuera à réagir avec sagesse. Et il est également vrai qu'ils se sont mis d'accord sur des modalités concrètes de mise en œuvre. La construction d'un sous-marin nucléaire nécessite l'accord du Congrès américain, ce qui peut être compliqué selon la situation aux États-Unis. Il serait préférable de régler cela le plus rapidement possible et de ne transmettre que de bonnes nouvelles à l'avenir. Que pensez-vous de la situation actuelle? N'hésitez pas à laisser vos commentaires. C'était la fin de la vidéo, merci.